Alors, le nucléaire est un sujet compliqué, technique, tripale. Ça fait appel à des unités que personne ne comprend. Personne ne sait ce que c'est qu'un millisievert ou un becquerel. Ça fait appel à un processus qui est invisible, la radioactivité. Et le truc invisible, on a toujours plus peur que le truc visible. Donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture. Alors que je vous assure que moi, pour mes gosses, j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire. Et plus peur de la cigarette aussi. Le nucléaire fait appel à un truc que le français adore, qui est le combat du gros contre le petit. Donc on adore Astérix tous, moi le premier. Donc quand le petit se bat contre le petit a raison par principe. Donc la petite ONG environnementale qui se bat contre le gros EDF a notre affection par principe. Donc ça cumule tout un tas de difficultés dans la discussion qui rend le débat d'entrée de jeu affectif. Et je suis très amusé de voir les gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas confiance dans la presse se baser sur ce qu'ils trouvent dans la presse pour m'expliquer que le nucléaire est une horreur. Alors des rayonnements ionisants, vous en prenez à cause du rayonnement cosmique, vous en prenez à cause du rayonnement terrestre, tellurique, vous en prenez à cause des radios et de l'imagerie médicale. Et la question, c'est pas est-ce que vous allez mourir si vous en prenez, parce que ça, la réponse est non. La question, c'est jusqu'à quelle dose est-ce que vous pouvez aller avant que ça commence à devenir enquiquinant. Voilà. Thomas Pesquet prend pendant les 6 mois que dure son séjour dans la Station spatiale internationale à peu près 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire en France. 9 fois. Et il est toujours vivant. Après, la deuxième catégorie, la première catégorie de salariés globalement la plus irradiée dans ce pays, alors il doit y avoir des professions médicales qui sont pas mal irradiées, les chirurgiens qui opèrent sous appareil d'imagerie, etc. Mais vous en avez une qui est plus irradiée que les travailleurs du nucléaire, c'est les travailleurs du transport aérien. Le personnel navigant aérien, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est plus exposé au rayonnement cosmique quand il est à 10 000 mètres d'altitude, est en moyenne plus irradié que les salariés d'EDF et de la filière nucléaire. Donc, vous n'avez pas nécessairement tout le monde qui meurt à partir du moment où vous êtes exposé au rayonnement ionisant. S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population, sur l'environnement... Alors le risque pour la population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui de l'évacuation. À Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations en auraient fait 0. À un instant T. Pardon ? À un instant T. Non, dans la durée. Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. Ça vous dit quelque chose, non ? Le GIEC est une instance onusienne qui a le mandat de compiler, de synthétiser ce qui est disponible dans la littérature scientifique sur l'influence de l'homme sur le climat. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français. Donc ça, c'est une bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que les médias français ignorent superbement cette Je vais vous poser dans ce cas-là. C'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Moi, je travaille pas dans les médias français. Ces rapports compilent la littérature scientifique qui est disponible sur l'influence des rayonnements ionisants sur les hommes. Ça fait très très longtemps qu'il y a des études sur la question. On sait très bien depuis longtemps que Marie Curie est morte à cause de ça. Et en 1928, il y a déjà une première commission de protection contre les rayonnements ionisants qui avait été mise en place. Donc il y a un siècle de littérature scientifique là-dessus. Et l'UNSCEAR a rendu des rapports de 400 pages en anglais que personne ne lit, à la fois sur Tchernobyl et Fukushima. Et la conclusion du rapport sur Tchernobyl, Fukushima... on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu des morts. La maladie des rayons a fait des morts. Bien sûr, je peux vous dire ce qu'il y a dans les rapports en question, que vous pouvez aller vérifier. En ce qui concerne Fukushima, le rapport dit il n'y aura pas de mort à cause du surplus de rayonnement ionisant. Il n'y en aura pas. Voilà. Bon. C'est écrit noir sur blanc. Je vous crois. En revanche, c'est pas moi qu'il faut croire. Journaliste, c'est les gens qui... Oui. Mais vous savez, la difficulté des journalistes, c'est que nous, on interroge des experts. Vous êtes un expert, donc je vous fais confiance et vous êtes là pour développer votre pensée. En revanche, je me souviens... En tant que journaliste de la catastrophe de Fukushima, à l'époque, on nous avait dit en France, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible parce qu'effectivement, le risque de tsunami. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Le tsunami en France n'est pas possible, ça c'est sûr. Voilà. Donc, ça, on est d'accord là-dessus. Une fonte du cœur en France, c'est possible. Et si ça devait arriver, ça fera probablement la même chose qu'à Fukushima, c'est-à-dire que le cœur fondu restera à l'intérieur de la centrale et il n'y aura pas de conséquences à l'extérieur, exactement comme ça s'est passé à 3 Mile Island. Mais pour 3 Mile Island, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le cœur... Il s'en est fallu le cœur a fondu et est resté dedans.
Voilà, il s'en est pas fallu d'un cheveu pour qu'il fonde, il a fondu. L'une des questions, par exemple, pour l'EPR, c'est que l'EPR qu'on développe nous a été vendu comme étant un système extrêmement sûr, avec un cœur... Sans même aller jusqu'à l'EPR, les réacteurs actuels sont prévus en France pour que si ça fond, ça reste dedans. Voilà. Alors si ça pète en France, ça ne fera pas Tchernobyl, pour une raison assez simple, c'est que la centrale n'est pas du tout la même. Les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur, ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère. Les centrales françaises n'en ont pas. On a du MOX, c'est ça? Pardon? On a du MOX? Oui, on a du MOX, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait... C'est un mix uranium-plutonium, c'est ça? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait l'accident de Tchernobyl. Voilà. Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde? Vous parlez quoi, de l'AG? Oh non, il a 2 milliards d'années. D'accord, le noyau terrestre, le soleil... Pas du tout. Dites-moi tout. Il y a au Gabon une mine d'uranium à Oklo. C'est là où il y a des trafics de minerais, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a des trafics de minerais, par contre je sais qu'il y a un gisement d'uranium. Bon. Et dans ce gisement d'uranium, il y a de l'uranium naturel qui contient 0,7% d'uranium-235. Il se trouve que l'uranium-235 a une demi-vie de 700 millions d'années. Donc, il y a 700 millions d'années, il n'y avait pas 0,7 mais 1,4. Il y a 1,5 milliard, il n'y avait pas 1,4 mais 2,8. Et il y a 2 milliards d'années, il y avait 3,5% d'uranium-235 dans l'uranium naturel, c'est-à-dire très exactement le taux d'uranium-235 dans l'uranium enrichi qu'on met aujourd'hui dans les centrales. Donc, j'ai ce gisement d'uranium avec de l'uranium enrichi naturel. Et puis, j'ai des infiltrations d'eau qui arrivent parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltre depuis la surface. Il se trouve que quand vous mettez de l'uranium à 3,5% d'uranium-235 dans de l'eau, vous avez la réaction en chaîne qui se déclenche. Voilà. Donc la réaction en chaîne se déclenche dans ce gisement, puis il y a 2 milliards d'années, il n'y a pas un homme pour vérifier que la sûreté est bien respectée, et il n'y a pas un homme pour s'occuper de prendre les déchets nucléaires et de les mettre ailleurs. Il y avait peut-être personne à cette époque-là sur la Terre, non? Vous l'avez dit, il n'y avait personne. Bon. Donc les déchets n'ont pas été gérés, et leurs descendants sont très exactement là où ils ont été laissés. Donc en ce qui concerne les déchets, j'en reviens à la Hague. Moi, j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres de profondeur, on les fout dedans et on les oublie. Et terminé, le problème est réglé. Vous savez, dans une couche géologique profonde, on est capable de mettre du pétrole et du gaz sous pression qui va rester là pendant des millions d'années. Et pourtant, c'est fluide et c'est à haute pression. Donc, dans une couche géologique appropriée, on peut très bien mettre quelque chose de solide, c'est-à-dire des colis vitrifiés, et pas être très inquiet sur le fait que tel zébulon, ça va nous sauter à la figure 50 ans derrière. Dernière chose qu'il faut savoir sur les déchets, c'est que les produits de fission, au bout de quelques siècles, sont revenus au niveau de radioactivité de l'uranium initial. Au bout de quelques siècles, oui, mais enfin c'est moins que Notre-Dame, hein. Bon. Qui est à l'air libre. Qui est à l'air, non mais qui est à l'air libre, qui est beaucoup plus agressé, qui est beaucoup, voilà. Donc c'est dire voilà, c'est pour dire, souvent le chiffre de 100 000 ans est mis en avant. En fait, il faut voir que la partie la plus radiotoxique de ce qu'on produit, ça vit pas du tout cette durée-là, c'est beaucoup plus court. Quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement, le CO2, les phytosanitaires, les particules fines, etc. En fait, les déchets nucléaires, pour moi, alors, ça va peut-être faire sauter en l'air quelques personnes dans cette salle, mais c'est vraiment du deuxième ordre. Enfin, c'est tout petit. Il y en a quelques-uns. Alors évidemment, c'est des franches saloperies, mais il y en a pas beaucoup. C'est confiné, etc. Et de très loin, l'option préférentielle, c'est de les mettre dans un trou et de les oublier. Donc, je vous reprends sur Greenpeace. Quand moi, je vois Greenpeace, c'est-à-dire 3 pelés, un tondu avec des dreadlocks, rentrer dans une... c'est une boutade. Hein, rentrer dans une centrale nucléaire un peu comme dans du beurre, s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage. Si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques, quand il y a une piscine qui saute, qu'on ne peut pas la remplir, le risque est quand même relativement important, non? Le risque, il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima, c'est-à-dire que vous avez le combustible qui se met usé qui se met à chauffer, ça vous fait une espèce de magma et ça vous contamine le site. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un conflit? Alors à ce moment, le vrai problème, c'est est-ce que l'accident, la vraie question, c'est est-ce que l'accident va rajouter de façon massive des dommages par rapport aux dommages du conflit? C'est ça la question. Donc la question, c'est s'il y a un accident à Zaporijia, est-ce que ça change significativement le bilan de la guerre en Ukraine? Et la réponse est malheureusement non. Voilà. Donc quand il y a un dommage à une installation parce qu'il y a eu guerre, le vrai problème c'est la guerre. C'est quand même ça le vrai problème. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein.
Bon. Après, vous avez des tas de manières de faire plein de morts avec des dommages aux installations de production électrique. Et du reste, dans la convention, j'adore les guerres avec convention, moi. Je veux bien que tu me tues, mais d'une certaine manière seulement. Normalement, on ne porte pas atteinte aux centrales nucléaires quand on se fait la guerre, mais on ne porte pas non plus atteinte aux barrages, figurez-vous. Et or, si vous voulez faire beaucoup de dégâts très rapidement, il vaut beaucoup mieux dézinguer les barrages que dézinguer les centrales nucléaires. Si on faisait sauter le barrage de Vouglans en France, ça mettrait 6 mètres d'eau, place Bellecour, à Lyon. Je peux vous assurer que ça ferait plus de morts que... Bon. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Donc on va. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporijjia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, alors, mais bien sûr que l'autre menace, c'est sur la question du réchauffement climatique. En gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon, c'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'Épinal de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Alors, toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas, hein, et on va aller chercher donc la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, évidemment, enfin, vous avez la possibilité, il y a le risque, plus exactement, la question de la sécheresse, de devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production, vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Voilà. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident, il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux. Non, vous avez un problème. C'est pas un problème de sûreté, c'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, eh bien, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entre elles, accident compris. Voilà, donc il faut aller voir ce que racontent les médecins, et j'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à M. Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus. Alors je vais vous donner un premier exemple de faillite médiatique, parce que pour moi c'en est une. 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Alors il peut avoir tous les défauts de la Terre, mais pas celui-là. Après, il y a énormément de gens. Quand vous faites des baromètres d'opinion en France, les déchets nucléaires font plus peur à la population que, tenez-vous bien, les accidents de la route, que les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. Les déchets nucléaires, c'est 0. Ça fait plus peur que l'obésité chez les jeunes. Ça fait quasiment aussi peur que le tabagisme. D'accord ? Donc il y a une espèce de peur fantasmée dans l'opinion, et c'est la raison pour laquelle, en entrant ici, je vous avais dit je ne veux pas parler que de ça, parce que le problème du nucléaire n'est pas un problème de risque, ou plus exactement de danger objectif, c'est un problème de risque perçu. Donc en fait, le vrai débat sur le nucléaire, c'est pourquoi est-ce que les médias ne sont pas foutus de fournir une information factuelle, objective, parce qu'il y a les faits et les opinions. Il n'y a pas que les médias, dites donc, il y a aussi les experts. Alors regardez, par exemple, qui le rapport... Qui m'a demandé ce matin de venir dans le studio, vous? Je ne sais pas moi qui ai décidé, je ne suis pas passé par là en disant, il y a de la lumière, je suis rentré. Je vous ai invité pour que vous me donniez votre point de vue. Donc tous les autres, c'est vous aussi qui les avez invités. Alors la question du coût du nucléaire est pour moi essentiellement une question de cadre de marché.
Vous avez probablement entendu parler du coût du mégawattheure de la centrale de Hinkley Point, qui va sortir à un peu plus de 100 livres, c'est-à-dire quelque chose entre 100 et 150 euros de mémoire. J'ai fait un petit calcul, et en fait, si le financement de cette centrale avait été fait avec de l'argent disponible à 2% par an, et non pas avec de l'argent disponible à 10% par an, comme c'est le cas, dans le cadre de marché aujourd'hui où les acteurs prennent leurs risques, etc., la même centrale aurait produit des mégawattheures aux alentours de 50 euros. Donc en fait, le vrai sujet du coût du nucléaire pour moi, c'est les structures de financement. Et la structure de financement dépend essentiellement du fait que ça soit mis dans un cadre public ou pas. Donc je vais le dire autrement, le nucléaire pour moi n'a rien à faire dans un cadre privé. C'est par essence une activité qui est régalienne, qui relève de l'État et qui doit accéder à des financements qui sont ceux de l'État. Mais j'ai le même raisonnement pour les ENR. Je fais partie des gens qui considèrent que d'avoir fourni des produits financiers à 15% de rendement sur capitaux investis sur les premiers panneaux solaires, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Pour des têtes de série, c'est quelque chose qui est connu. Vous savez que la Tour Eiffel a été construite pour 3 fois son budget initial. Eurotunnel a été construit pour 5 fois son budget initial. Et le gisement de Kashagan, au nord de la mer Caspienne, qui est un gisement pétrolier, a été construit pour 10 fois, l'exploitation a été construite pour 10 fois son budget initial. Donc le fait qu'il y ait des dépassements de budget, c'est pas quelque chose qui, en soi, est porteur d'un danger. La Tour Eiffel, c'est pas dangereux. Je ne pense pas que tous les touristes qui montent dessus tous les jours meurent parce que ça a été construit pour 3 fois le budget initial. Donc il y a 2 choses qu'il faut bien séparer. Il y a les questions de danger et il y a les questions de surcoût. Et on ne parle pas de la même chose. Donc Folz a dit il y a un surcoût et c'est pas normal qu'il y ait un surcoût dans des proportions de telles, et je suis évidemment d'accord avec lui. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un surcoût, et Folz en gros il distribue les mauvais points à tout le monde. Donc il distribue les mauvais points aux gens qui ont construit la centrale parce qu'ils disent que les gens se sont avancés de façon un peu imprudente à dire on sait faire alors qu'ils ne savaient pas, enfin il fallait qu'ils retrouvent la main. Donc en gros, le budget initial était totalement fantaisiste. Le délai initial prévu était aussi totalement fantaisiste. Maintenant, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que la filière française a perdu de la compétence? Et alors, elle a perdu de la compétence, 1, parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a rien construit, mais 2, parce que ça fait 15 ans qu'elle est otage de manœuvres politiciennes à courte vue, et que quand, pendant 15 ans, le pouvoir politique vous dit en sous-main, c'est très bien ce que vous faites, pendant qu'il dit en public, ce que vous faites, c'est nul, à un moment, ça pose quand même quelques petits problèmes dans la gestion de la filière. Donc, et ça, Folz le dit en creux aussi. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon, et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire ne m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire.